Le Bloc québécois se joint dans la MRC de Montcalm aujourd'hui. D'abord, vous présentez mon chef. C'est important que le chef vienne rencontrer les médias, la population. Et puis, on va vous parler des enjeux, et nationaux et locaux. Puis, M. Blanchette, vous êtes un peu en tournée à travers le Québec. Une tournée qui n'arrêtera pas avant l'élection. Parce que on a moins de temps que nos adversaires pour monter une organisation, faire notre financement. On n'a pas de financement des grosses poches des tours à bureau. On n'a pas accès à ça. Nous, c'est du véritable financement populaire. On voit ce matin avec la nomination de juges donateurs au Parti libéral pourquoi le financement public n'a pas été rétabli par les libéraux. Nous, on fait du vrai financement populaire et public. Et, un nouveau chef, donc évidemment, je dois faire le tour pour rencontrer un maximum de gens. Ça va me tenir occupé, mais c'est le fun, c'est agréable. Ça va être le printemps, l'été, les festivals, le blé d'Inde et les barbecues. Mais en même temps, avec un programme renouvelé, avec une plateforme électorale qu'on est en train de préparer, puis une confiance qu'on va augmenter de façon très importante le nombre de représentants du Bloc à la Chambre des communes. Au cours des 3 années et demie, on a vu plusieurs fois les députés libéraux voter contre des motions unanimes à l'Assemblée nationale. Expliquez aux gens pourquoi c'est important, le Bloc. Pendant la dernière campagne électorale en 2015, c'est ça, les gens ont le droit de penser là, ce qu'ils veulent, mais on l'entendait souvent. Moi, j'entendais ça. Ah, mais là, si je veux avoir des choses, il faut que je vote du côté du pouvoir, puis ça prend des députés sur les banquettes du gouvernement pour faire avancer Montcalm. C'est drôle, mais présentement, là, et tu l'as dit, tu l'as bien relevé, tu as 40 élus du Québec, il y a des ministres là-dedans, et à chaque fois qu'il est question du Québec, et notamment quand on dépose une motion unanime qui vient de l'Assemblée nationale, tout le monde parle d'une seule voix. Le Bloc se lève pour déposer ça en Chambre, ils votent contre. À chaque fois qu'il s'agit du Québec, ils sont sourds, ils sont muets, puis ils font de l'aveuglement volontaire sur le dos des Québécoises puis des Québécois. Alors, moi, je pense qu'il faut consolider le front du Bloc québécois à Ottawa pour qu'enfin on puisse se faire respecter, parce que présentement à Ottawa, on nous tolère seulement. Je vais donner 3 exemples. Le premier exemple, c'est celui de 2 décisions unanimes de l'Assemblée nationale du Québec sur la déclaration d'impôt unique. Puis sur la volonté, c'est très consensuel, c'est pas unanime sur les modalités, mais c'est l'Assemblée nationale du Québec qui doit décider de sa politique en matière d'intégration des immigrants. D'où le fameux débat sur la laïcité. On arrive à Ottawa et Ottawa prend un vote des députés du seul Parlement national des Québécois. Parce que le Parlement d'Ottawa n'est pas le Parlement national des Québécois. Les Québécois n'y représentent même pas le corps des élus. Et rejette ça du revers de la main, disant clairement aux Québécois, les patrons au Canada, c'est nous. Vous êtes des vassaux. Vous êtes des territoires assujettis à notre autorité. Ça, c'est un message qui est assez grave en soi. Dans les autres exemples que je vais vous donner, il y a le fait que vous voulez une explication, et j'essaie de mettre ça le plus simple possible, mais un député d'un parti canadien vote avec des députés des autres provinces canadiennes selon les directives du chef ou du gouvernement. En conséquence, si il voudrait voter dans le sens des intérêts du Québec sur un dossier donné, et que la majorité des gens dans son parti disent que c'est plus le pétrole de l'Ouest, puis l'oléoduc de l'Ouest, puis l'industrie automobile de l'Ontario, puis le chantier maritime de Halifax, ou le chantier maritime de Vancouver, n'importe quoi qui ne sert pas le Québec, comme Netflix avec la politique fédérale, ça nuit gravement à l'industrie culturelle du Québec, bien, il va se faire dire, tu vas voter avec le gouvernement, tu vas voter avec ton parti, tu vas voter non seulement pas dans le sens des intérêts du Québec, mais souvent contre les intérêts du Québec. Et gouvernement ou pas gouvernement, la seule bonne façon qu'on a eue pour que le Québec soit bien représenté au Parlement canadien, c'est lorsqu'il y a eu une importante délégation de députés du Bloc québécois qui disaient, écoutez, on a le même droit de vote que n'importe qui d'autre ici, là. On est aussi pesant que n'importe qui d'autre ici, mais quand nous, on va voter, c'est parce que c'est bon pour le Québec. Si ça ne l'est pas, on ne fera pas de compromis avec l'Alberta, on ne fera pas de compromis pour l'île du Prince-Édouard. On va faire juste ce qui est bon pour le Québec. On peut même voter pour des lois. On peut négocier des changements dans des lois dans le sens de ce qui est bon pour le Québec. Ça, c'est beaucoup notre travail.
C'est notre travail qu'il faut mieux expliquer, puis on continuera encore, puis toujours, à dire que, ultimement, l'intérêt final du Québec, le principal intérêt du Québec, c'est tous les attributs de la souveraineté puis de notre indépendance nationale. Ça se fera à Québec, mais nous, on a le devoir de faire progresser cette idée-là. À la base, un député n'a-t-il pas l'obligation de représenter ses citoyens d'abord? Le premier devoir, le devoir solennel d'un député, c'est de porter les projets, les dossiers, les inquiétudes de ces entreprises, de ces groupes communautaires, de ces exploitations agricoles, de ces villes, de ces villages, de ces communautés autochtones. C'est son premier travail. Et s'il n'obtient pas la confiance pour faire ça, il n'y aura jamais la confiance pour réaliser un pays. Donc, c'est le premier devoir d'un élu. Alors, comment comprendre qu'au moment où on arrive à Ottawa, mon collègue Gabriel Sainte-Marie dépose un projet de loi, une motion pour rendre illégaux les paradis fiscaux, notamment celui de la Barbade, et que les députés du Québec, du Parti conservateur et du Parti libéral se sont levés et ont voté en chœur contre ça pour que les paradis fiscaux, les grandes banques canadiennes qui font des milliards par trimestre, continuent à sortir l'argent et qui soient à l'abri totalement de payer leur juste part. Comment comprendre, justement, si tu dois honorer, en tant que député du Québec, la volonté des Québécoises et des Québécois qui sont derrière, justement, le fait de rendre cela illégal? Comment se fait-il qu'ils ont voté comme ça? Parce que, comme le disait Yves-François, ils votent en fonction de la directive du chef et de la ligne de parti. En fait, un député conservateur espère devenir ministre, un député libéral espère devenir ministre, puis il va faire ce que le premier ministre ou le chef du parti va y dire, parce que c'est la seule manière d'y arriver. Au Bloc québécois, on n'a aucune intention d'être ministre, puis on ne se promènera pas en limousine, c'est pas ça le plan. On parle pour le Québec, puis on essaie de faire respecter l'Assemblée nationale du Québec. C'est ça notre travail. Puis c'est pourquoi, depuis 2015, on a même initié des motions unanimes qu'on a pu déposer à la Chambre des communes et qu'on a pu parfois avoir un vote là-dessus. Mais la plupart du temps, je voudrais vous indiquer que le gouvernement de 40 députés libéraux vote contre même des motions unanimes que l'on porte au Parlement canadien. C'est peu dire. Là, pensez à la laïcité où le Québec ne veut pas la même chose que le Canada. Pensez à la gestion de l'offre où le Québec ne veut pas la même chose que le Canada. Pensez à l'aluminium où le Québec ne veut pas la même chose que le Canada. Pensez à l'industrie forestière où le Québec ne veut pas la même chose que le Canada. Pensez aux industries culturelles où le Québec ne veut pas la même chose que le Canada. Pensez aux politiques linguistiques où le Québec ne veut pas la même chose que le Canada. On est arrivé avec un modèle au niveau environnemental. Encore prochainement, on va voir arriver une demande de Québec, que ce soit l'État québécois qui établissent, puis nous, dans notre programme, ça existe, on appelle ça la souveraineté environnementale. C'est l'État québécois qui va établir les normes, qui devrait établir les normes d'évaluation environnementale sur le territoire québécois. Tous ces sujets-là, c'est l'économie, c'est l'agriculture, c'est l'environnement, c'est la culture, c'est la langue, c'est notre base économique. Le Québec ne veut pas la même chose que le Canada. Il faut d'abord qu'il se donne des gens qui vont porter sa propre volonté. Puis éventuellement, il faut qu'ils se disent, hey, tant qu'à faire, là, je vais peut-être faire mes affaires moi-même. On sera des bons partenaires plutôt que d'être des mauvais coucheurs obligés de ronfler dans la même chambre. Au niveau local, on sait qu'au gouvernement fédéral, les responsabilités sont pas les mêmes qu'à Québec. Entre autres, il n'y a pas de biennaire du fédéral. Dans les dépenses en infrastructure, est-ce que le Québec reçoit sa juste part? L'enjeu est moyennement dans la juste part parce que c'est dans la répartition des enveloppes qui sont souvent établies sur une base provinciale. Le problème, c'est que le gouvernement fédéral n'a pas juridiction sur les infrastructures de transport et n'a pas juridiction sur les affaires municipales. C'est Québec qui doit décider ça. Or, le gouvernement fédéral prend l'argent, les taxes et les impôts des Québécois et dit au gouvernement des Québécois, dont c'est la juridiction, voici mes conditions pour que je te retourne ton propre argent. Le gouvernement du Québec disait, non, retourne-moi mon argent, je vais décider ce que je fais avec. Mais non, le fédéral, il calcule, pas pour rien, là. L'argent, plutôt que d'aller dans le tramway de Québec, va aller sur l'île de Montréal, où le vote libéral est un peu plus dense, c'est clair. Et il y a cette espèce de perversion-là du système, alors que normalement, Ottawa, dans son propre système, le nôtre serait différent, il y aurait juste Québec, mais même dans le propre système d'Ottawa, en principe, il devrait prendre tout l'argent des infrastructures, mettre ça dans une enveloppe, le donner à Québec, et Québec prendra les décisions selon le mandat encore tout récent, d'ailleurs, du gouvernement du Québec. Puis, vous savez que dans mon comté, l'industrie principale, c'est l'agriculture, c'est l'industrie première.
Et les producteurs laitiers qui, sous Harper, ont pâti, continuent de pâtir encore parce que le 3,9 milliards qui était annoncé le 19 mars dernier, ben il ne s'est pas révélé dans les tableaux cette journée-là du tout. Il n'y a pas d'argent prévu en compensation. Quand ils ont déposé les crédits, tout le monde s'est mis à chercher et on a dit on va trouver l'argent quelque part. Pas en tout, pas d'argent. Le 17, le 18 avril, la ministre Bibeau, devant l'AGA des producteurs laitiers à Québec, là, vidéoconférence, on s'est dit elle va faire une grande annonce puis elle va annoncer où est-ce qu'il y a l'argent puis quand est-ce que l'argent va arriver. Pas pantoute. Ça veut dire que le seul autre rendez-vous possible pour nos producteurs laitiers qui sont compensés juste pour les 2 premières ententes de libre-échange, là, ça ne comprend pas celui du Mexique, des États-Unis puis du Canada, là, l'ancienne ALENA, là, ben, le seul autre rendez-vous, là, il va être au mois de novembre et décembre, soit après l'élection, ce qu'on appelle les crédits supplémentaires. Fait qu'on va, encore une fois, faire un enjeu électoral sur le dos des producteurs laitiers de Montcalm. Ça, là, c'est inacceptable. C'est même, je dirais, irrévérencieux, scandaleux. Ça révèle 2 choses. Ça révèle dans un premier temps que, et ça on l'avait déjà établi, la ministre responsable de la négociation du nouveau traité de libre-échange avec les Américains, Mme Freeland, a carrément, elle l'a dit, elle a mis elle-même la gestion de l'offre cruciale pour le Québec sur la table comme token de négociation pour protéger l'industrie automobile de l'Ontario. Ça, c'est une première révélation qui est grave. La deuxième révélation qui est grave, c'est que le gouvernement fédéral aurait pu dire « Je vais respecter ma promesse. Je vais mettre X milliards. Je vais annoncer quand est-ce que ça va arriver. Je vais respecter les demandes légitimes par exemple, des producteurs de lait, puis que ce ne soit pas conditionnel, comme la première version des compensations l'avait été, puis ça ne marchait pas du tout, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait de conditions, puisque les traités de libre-échange n'ont pas, eux, de conditions. Il aurait pu faire ça. Il aurait pu, sur le budget du Canada, dire on va faire ça, on va respecter cet engagement-là. Et ils ont fait le choix parfaitement cynique de dire même pas. On leur en donnera même pas. Et on peut s'attendre à ce qu'à l'approche des élections, M. Trudeau arrive avec 2-3 chèques qui vont représenter une fraction de ce que c'est supposé être. Puis il va faire un gros spectacle avec un chèque, un drapeau du Canada dans le coin, puis un exploitant agricole qui va accepter de faire un sourire pour la photo. Mais ça va être négligeable par rapport aux dommages qui auraient été causés, encore une fois, pour favoriser d'autres secteurs économiques au Canada au détriment du Québec. Pour terminer, qu'est-ce que vous diriez à chacun des citoyens de Montcalm? Que Luc est un très, très bon député, qui a l'expérience dont on a besoin pour tous les jeunes qui s'en viennent avec nous, parce qu'il y a beaucoup de jeunes candidats qui s'en viennent avec nous, ça va même être impressionnant. Luc va être, je dirais pas un grand-papa, parce que Luc va être un des députés d'expérience, avec une connaissance de la politique qui remonte quand même à plusieurs décennies, tu es obligé de l'admettre. Et ça va nous être extraordinairement utile, parce qu'on veut toute l'énergie et la fougue de la nouveauté, puis on veut des gens comme Luc, comme leader d'ailleurs présentement, qui a une connaissance intime du Parlement canadien. Bien, bienvenue dans Montcalm. Ça veut dire. Merci.